Ces deux véhicules coûtent exactement 45 000 chez le concessionnaire. Pourtant, pour la même entreprise, l'un des deux peut revenir environ 12 300 plus cher que l'autre. Et ce calcul ne comprend encore ni le malus, ni les taxes annuelles, ni le carburant, ni l'entretien. Le plus dangereux, c'est que cette différence ne se voit pas sur le prix affiché. Elle se cache dans la catégorie du véhicule, dans votre régime fiscal et dans quelques informations que beaucoup d'artisans ne vérifient qu'après avoir signé. Nous allons donc refaire le calcul, avec le cas concret d'un artisan. Ensuite, nous verrons 3 pièges que même certains acheteurs bien renseignés oublient, notamment l'occasion, la location et l'utilisation personnelle du véhicule. Et à la fin, je vous donnerai la méthode permettant de comparer 2 véhicules sur 5 ans avant de mettre les pieds chez le concessionnaire. Prenons le cas de Julien, plombier, qui travaille en société. Son entreprise est au régime réel. Elle récupère la taxe sur la valeur ajoutée, elle paie l'impôt sur les sociétés au taux normal de 25%, et elle réalise suffisamment de bénéfices pour profiter des déductions dont nous allons parler. Julien hésite entre 2 véhicules neufs au même prix, un utilitaire pour transporter ses outils et un véhicule de tourisme plus confortable qu'il pourrait aussi utiliser avec sa famille. Sur le parking, les deux coûtent 45 000. Cependant, leur coût n'est pas le même dans la comptabilité de Julien. Commençons par le premier montant qui peut disparaître immédiatement, la taxe sur la valeur ajoutée. Sur un prix de 45 000, toutes taxes comprises, le prix hors taxe est de 37 500. Il y a donc 7 500 de taxes sur la valeur ajoutée. Dans notre exemple, l'utilitaire ouvre droit à la récupération de cette taxe sur la valeur ajoutée. Son coût retombe donc à 37 500 pour l'entreprise. Pour le véhicule de tourisme, dans le cas général, la taxe sur la valeur ajoutée payée à l'achat n'est pas récupérable. Le premier écart atteint 7 500. Cela signifie que Julien peut perdre l'équivalent de plusieurs mois de carburant ou d'une partie de son outillage avant même d'avoir roulé un seul kilomètre. Mais ce n'est que la première couche. Car même après l'achat, ces 2 véhicules ne produisent pas la même économie d'impôt. Lorsqu'une entreprise achète un véhicule, elle ne déduit généralement pas tout son prix en une seule année. Elle l'amortit sur plusieurs années. Pour notre utilitaire à 37 500 hors taxe, le prix peut, dans notre exemple, être amorti sans le plafond fiscal appliqué aux voitures particulières. Avec un impôt sur les sociétés à 25%, cela représente potentiellement 9 375 d'économie d'impôt sur l'ensemble de la durée d'amortissement. Regardons maintenant le véhicule de tourisme. Supposons qu'il émette 150 g de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans cette tranche, le plafond de déductibilité de l'amortissement est de 18 300. Ce n'est donc pas la totalité des 45 000 qui produit une économie d'impôt. Avec les mêmes hypothèses, l'avantage fiscal potentiel est limité à 4 575. L'utilitaire permettait potentiellement 9 375. Le véhicule de tourisme n'en permet que 4 575. La différence est de 4 800. Ajoutons-les aux 7 500 de taxes sur la valeur ajoutée et nous arrivons à 12 300 d'écart fiscal potentiel. 2 prix identiques chez le concessionnaire. Mais, sur la durée, plus de 12 000 de différence dans notre simulation. Attention, les 4 800 liés à l'amortissement ne tombent pas dans la caisse le premier jour. Ils se répartissent sur la durée d'amortissement. En revanche, la taxe sur la valeur ajoutée non récupérable pèse dès l'achat. Nous avons déjà dépassé les 10 000 annoncés. Et pourtant, le calcul n'est pas terminé. Car le véhicule de tourisme peut encore déclencher 2 autres familles de coûts, les malus à l'immatriculation et les taxes annuelles lorsqu'il est affecté à l'activité d'une entreprise concernée. Le premier risque, c'est le malus dioxyde de carbone. Son montant dépend du barème applicable au moment de la première immatriculation et augmente avec les émissions du véhicule. Il existe également un malus lié à la masse pour certains véhicules lourds. Cela signifie qu'un gros modèle familial peut cumuler un prix élevé, une taxe sur la valeur ajoutée non récupérable, un amortissement plafonné et un ou plusieurs malus avant même son premier chantier. Puis viennent les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques. L'une porte sur les émissions de dioxyde de carbone, l'autre porte sur les polluants atmosphériques. Cette partie doit être calculée avec le modèle exact, sa motorisation et le barème de l'année. Mais retenez surtout qu'une erreur commise aujourd'hui peut continuer à coûter pendant plusieurs années. Maintenant, voici le détail que beaucoup de comparatifs oublient. Ce calcul n'est pas valable de la même façon pour tous les artisans. Si vous êtes micro-entrepreneur au régime micro, vous ne déduisez pas vos charges réelles comme une entreprise au régime réel. Et si vous êtes en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, vous ne récupérez pas la taxe sur la valeur ajoutée sur vos achats, même avec un utilitaire. Autre différence importante, les entreprises individuelles bénéficient d'une exonération des taxes annuelles sur l'affectation des véhicules de tourisme. Le bon choix ne dépend donc pas uniquement du véhicule. Il dépend du couple formé par le véhicule et votre entreprise. C'est pour cela qu'une personne qui vous dit simplement « achetez toujours un utilitaire » peut vous induire en erreur.
Pour une société au réel, l'écart peut être spectaculaire. Pour un micro-entrepreneur en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, le raisonnement est très différent. Il existe ensuite un autre piège, celui du véhicule d'occasion avec une taxe sur la valeur ajoutée qui semble récupérable. Imaginons que Julien trouve un utilitaire d'occasion à un prix très intéressant. Il voit qu'il est vendu par un professionnel et suppose qu'il pourra automatiquement récupérer la taxe sur la valeur ajoutée. Ce n'est pas toujours le cas. Selon la manière dont le vendeur a lui-même acquis le véhicule et le régime appliqué à la revente, la facture peut ne faire apparaître aucune taxe sur la valeur ajoutée récupérable pour l'acheteur. Deux utilitaires d'occasion, affichés au même prix, peuvent donc avoir un coût réel différent. Avant de comparer les annonces, demandez toujours une facture pro forma. Regardez si la taxe sur la valeur ajoutée est clairement identifiée et demandez à votre comptable si elle est effectivement déductible dans votre situation. Ne comparez jamais un prix, toute taxe comprise, avec un autre prix, toute taxe comprise, sans vérifier ce que votre entreprise pourra récupérer derrière. Le deuxième piège consiste à croire que la location avec option d'achat ou le crédit bail fait disparaître le problème fiscal. Louer au lieu d'acheter peut protéger la trésorerie et rendre le budget plus prévisible. Cela peut être pertinent pour une jeune entreprise qui veut conserver du cash pour l'outillage, les salaires ou les avances de chantier. Mais la location ne transforme pas magiquement un véhicule de tourisme en utilitaire. Sur une voiture particulière, une partie des loyers correspondant à la fraction du prix qui dépasse le plafond fiscal peut rester non déductible. Et si la taxe sur la valeur ajoutée sur le véhicule n'ouvre pas droit à déduction, passer par une location ne supprime pas automatiquement cette restriction. Autrement dit, le financement répond à la question suivante. Comment vais-je payer le véhicule ? La fiscalité répond à une autre question. Combien ce véhicule coûtera-t-il réellement à l'entreprise ? Il ne faut pas confondre les deux. Si cette distinction vous aide à éviter un mauvais calcul, je publie des analyses régulièrement, abonnez-vous pour recevoir les prochaines. Passons maintenant au coût total des solutions de financement. Lorsque vous comparez un achat comptant, un crédit classique et une location, additionnez l'apport, tous les loyers, les frais de dossier, les intérêts, l'option d'achat finale et les éventuels frais de restitution. C'est seulement après ce calcul que vous pourrez comparer les trois solutions. Le troisième piège consiste à oublier l'utilisation personnelle. Julien choisit peut-être le véhicule de tourisme parce qu'il veut aussi partir avec sa famille le week-end. Cette utilisation peut sembler gratuite parce que le véhicule appartient à l'entreprise. Mais lorsqu'un dirigeant ou un salarié utilise personnellement un véhicule mis à disposition par la société, cela peut constituer un avantage en nature. Cet avantage peut avoir des conséquences sociales et fiscales. Il faut donc comparer honnêtement les deux usages. Combien de kilomètres seront réellement professionnels ? Combien seront personnels ? Qui paiera le carburant des trajets privés ? Le véhicule restera-t-il disponible pour un salarié pendant vos congés ? Un véhicule mixte peut rester un bon choix, mais son confort familial n'est pas un avantage gratuit et il ne doit pas être financé aveuglément par l'entreprise. Il reste encore un coût que presque aucun tableau fiscal ne montre, celui d'un véhicule mal adapté au chantier. Un utilitaire moins cher fiscalement peut devenir une mauvaise affaire si sa charge utile est insuffisante, si les outils doivent être déchargés chaque soir, s'il ne rentre pas dans certains parkings ou s'il immobilise l'équipe à chaque recharge. Dans le bâtiment et travaux publics, une heure perdue ne coûte pas seulement une heure de carburant. Elle peut retarder une intervention, décaler une autre équipe et empêcher de facturer un chantier dans les temps. Prenons un exemple très simple. Si un mauvais aménagement fait perdre seulement 15 minutes par jour à un artisan, cela représente plus de 50 heures sur une année de 200 jours travaillés. Multipliez ces 50 heures par votre véritable taux horaire chargé ou par la valeur de ce que vous auriez pu facturer. Vous comprendrez pourquoi l'ergonomie, les portes, les rangements et la charge utile peuvent peser aussi lourd que certaines taxes. Alors, quelles sont les options à étudier ? La première, c'est l'utilitaire classique. C'est souvent la solution la plus simple lorsque le véhicule sert principalement à transporter des outils, des matériaux et des marchandises. Mais vérifiez la charge utile, le volume, la hauteur, l'accès au chantier et le coût de l'aménagement intérieur. Un avantage fiscal ne compense pas un véhicule inutilisable. La deuxième option, c'est une version commerciale ou une cabine approfondie. Cela peut offrir un compromis entre le transport du matériel et le nombre de places. Mais ne vous fiez pas au nom commercial donné par le vendeur. Demandez l'homologation exacte, la catégorie figurant sur la carte grise et une confirmation écrite du traitement fiscal attendu. La troisième option, c'est l'électrique. Il peut profiter d'un plafond d'amortissement plus favorable et éviter certains malus ou certaines taxes. Mais seulement s'il correspond à vos trajets, à votre charge utile et à vos possibilités de recharge. Ne raisonnez pas seulement avec l'autonomie annoncée dans la brochure. Pensez aux kilomètres réalisés en hiver, au poids transporté, aux détours imprévus, au remorquage et au temps disponible pour recharger. Acheter un véhicule fiscalement avantageux qui vous fait perdre du temps chaque jour reste un mauvais calcul.
Si comparer la fiscalité aux contraintes réelles du chantier vous est utile, je publie sur mon site régulièrement des ressources pratiques, scannez le QR code pour les retrouver. Voici maintenant la méthode promise pour comparer 2 véhicules sur 5 ans. Premièrement, notez votre situation fiscale, notamment si vous relevez du régime micro ou du régime réel, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, et de la franchise ou de la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée. Deuxièmement, notez pour chaque véhicule le prix réel après récupération éventuelle de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour une occasion, exigez une facture pro forma avant de faire le calcul. Troisièmement, vérifiez sa classification exacte, ses émissions de dioxyde de carbone, sa motorisation et sa masse. Utilisez ensuite les barèmes correspondant à l'année d'immatriculation. Quatrièmement, calculez le coût du financement en additionnant l'apport, les mensualités, les intérêts, les frais et la valeur de rachat. Cinquièmement, estimez les dépenses sur 5 ans, notamment l'assurance, l'entretien, les pneumatiques, le carburant ou l'électricité, l'aménagement, le stationnement et les taxes. Sixièmement, retirez la valeur de revente estimée. Restez prudent, car une valeur annoncée par un vendeur n'est pas une garantie. Et septièmement, ajoutez le coût professionnel du temps perdu. Une heure d'immobilisation, un passage supplémentaire au dépôt ou un manque de rangement doit entrer dans votre décision. Le prix sur le pare-brise vous dit combien le véhicule coûte aujourd'hui. Cette méthode vous dit combien il coûtera réellement à votre entreprise pendant 5 ans. Dans le cas de Julien, les 2 véhicules affichaient 45 000. Mais avant même le malus, les taxes annuelles et les frais d'utilisation, l'écart fiscal potentiel atteignait déjà 12 300. La vraie question n'est donc pas de savoir quel véhicule vous pouvez acheter. Elle est de déterminer quel véhicule votre entreprise peut utiliser, financer et rentabiliser sans mauvaise surprise. Si vous hésitez actuellement entre plusieurs modèles, indiquez en commentaire votre statut, le prix du véhicule, sa catégorie et ses émissions de dioxyde de carbone. Je prendrai plusieurs cas réels pour une prochaine comparaison sur 5 ans. Et envoyez cette vidéo à l'artisan qui regarde encore uniquement le prix affiché chez le concessionnaire. Cela pourrait lui éviter une erreur à 5 chiffres.